prévisions à 3 jours, toute l'actu météo. Revoir le bulletin du jour. Une seule adresse, rhône-alpes.france3.fr. Bonsoir à tous et bienvenue dans le 19-20 Rhône-Alpes, une édition préparée par les rédactions de Lyon et de Grenoble. Au sommaire de ce dimanche 19 juillet, les caprices de la météo dans la Loire. Une mini-tornade a touché la commune de Firminy hier après-midi. Les dégâts sont considérables. Où fait-il bon vivre en France? Dans le Genevois français d'abord et à Annecy ensuite. D'après un classement établi par le quotidien Les Échos, nous irons vérifier cela dans ce journal. Et puis, le Tour de France était en Drôme-Ardèche aujourd'hui. Nous irons à Jaujac, petit village traversé par les cyclistes. Il y avait de l'ambiance, vous le verrez. C'était une journée de nettoyage à Firminy après la mini-tempête qui s'est abattue hier sur cette commune de la Loire. Heureusement, il n'y a eu aucun blessé, mais de nombreux arbres ont été arrachés. Les dégâts sont importants. Le maire va demander le classement en catastrophe naturelle. Sophie Valzecchi, Pierre Lachaud. Le calme après la tempête. Ce matin, des habitants de Firminy viennent constater l'étendue des dégâts. Dans ce parc du centre-ville, ils découvrent des arbres centenaires déracinés, des branches littéralement vrillées par le vent. Jamais on a vu ça à Firminy. Ça a soufflé sur des crêtes, ça a soufflé sur des plateaux, mais jamais comme ça à Firminy en plein centre-ville. Jamais. C'est des vents tournoyants, de la pluie tournée. C'était vraiment impressionnant, quoi. Hier, vers 16h, un véritable déluge s'est abattu sur Firminy et les communes environnantes. Une averse de pluie mêlée de grêle et surtout de violentes rafales de vent ont suffi pour emporter le toit de ce chalet. Son propriétaire n'en revient toujours pas. Ça a soufflé très très fort? Très très fort, j'estime autour de 120 km/h, voire plus. Pourquoi? Parce qu'il y avait des lames anti-tempête qui sont censées résister à 120 km/h et ça n'a pas tenu. La cabane n'a pas tenu donc... Même constat de désolation pour le maire de la commune. La mini-tornade n'a duré qu'un quart d'heure seulement, mais la toiture de la salle polyvalente n'a pas résisté. C'est en gros toute la structure métallique sur plusieurs points au niveau de la façade, donc avec une quantité très importante qui a été sous les effets de cette tornade complètement emportée. Et donc on a de l'eau après, suite à ça, qui s'est infiltrée. Donc concrètement, toute notre salle de dojo, tous les vestiaires, on avait entre 6 à 10 cm d'eau. Cet épisode météo n'a fait aucune victime, les dégâts sont essentiellement matériels. Ce matin, l'électricité a été rétablie dans les 1500 foyers qui en étaient privés depuis hier. Et le trafic ferroviaire interrompu entre Firminy et le Puy-en-Velay et Saint-Étienne-Clermont-Ferrand doit reprendre demain. Selon un classement publié par le quotidien économique Les Échos, 6 agglomérations de Rhône-Alpes figurent parmi les 10 premiers endroits où il fait bon vivre en France. Un classement établi selon 9 critères économiques et sociaux. Xavier Schmitt et Jordan Guéant se sont rendus à Annecy, arrivés deuxième derrière le Genevois français. Annecy, sa vieille ville, ses ruelles et ses canaux. Elle est surnommée la Venise des Alpes. Les habitants vantent sa douceur de vivre. Les touristes sont sous le charme. Moi, j'habite à Paris, donc c'est vrai qu'à Annecy, il y a le côté montagne, il y a le lac, donc ça dépayse et je trouve que c'est mignon comme ville. Dans cette boutique de souvenirs, les propriétaires sont annéciens depuis plusieurs générations. Quels défauts verriez-vous dans cette bonne ville d'Annecy? Écoutez, des défauts pour le moment, moi j'en vois pas trop, tout se passe bien. La capitale de la Haute-Savoie, classée deuxième ville de France où il fait bon vivre. Les autochtones ne s'en étonnent pas. Qualité de vie, niveau de vie, espérance de vie, tous les critères sont réunis. Et il fait bon vivre déjà par la beauté des paysages, la montagne, le lac. Et puis c'est une ville très animée. En fait, il y a toujours quelque chose et c'est très très agréable. Pour certains experts, ce bien-être serait aussi le fruit d'une forte empreinte catholique avec une tradition de solidarité et d'initiative privée. D'autres invoquent l'influence de la Suisse et le tissu d'entreprise. Il y a la proximité de Genève, puisqu'il y a beaucoup de frontaliers, même à Annecy. Les montagnes, ça a développé une activité économique touristique très très intéressante. En plus, beaucoup de grandes entreprises dans le coin, Salomon, Tefal, il y a beaucoup d'entreprises. Une ombre au tableau tout de même, Annecy serait l'une des villes les plus polluées aux particules fines, selon l'Organisation mondiale de la santé.
Réponse de ses amoureux, le lac est le plus pur d'Europe. Une grotte en guise de cave, plusieurs vignerons ardéchois ont choisi d'entreposer plus de 1200 bouteilles dans les couloirs géants de la grotte Saint-Marcel, une première d'une telle ampleur en France. Cédric Le Poitvin, Nicolas Ferraud. D'étranges caisses, des bouteilles, des fûts à 80 mètres de profondeur. La grotte Saint-Marcel s'improvise cave à vin. 1200 bouteilles et 36 hectolitres ont trouvé refuge ici. Après avoir été récolté, le précieux nectar va pouvoir y vieillir pendant 1 an. Le vin est au calme, le vin se repose. C'est un peu un retour aux sources pour le vin, puisque c'est dans le sol, dans le terroir, que la plante va puiser les éléments qui vont donner le goût au raisin. Donc finalement, ramener le vin au cœur du terroir, ça permet de boucler la boucle, de ramener le vin aux sources de son origine. Et donc finalement, c'est pour nous une synthèse de notre métier. Une dizaine de vignerons du terroir a décidé de participer à ce projet de descente sous terre. Grenache, Syrah et Viognier vont pouvoir trouver toute leur maturité et produire des vins d'appellation Côte-du-Rhône Village et IGP d'Ardèche. Il faut dire que dans la grotte, toutes les conditions sont réunies. D'une part, nous sommes dans un noir total, donc le vin, lui, il a horreur des UV et du soleil. Autant à la vigne, il a vraiment besoin d'avoir, c'est le fils du soleil, donc il a vraiment besoin de soleil, mais quand il est né, il a besoin vraiment d'une obscurité totale, donc ça c'est le cas. Nous avons une température constante toute l'année ici, donc 14 degrés. Ce qui va rajouter un petit peu plus d'attrait à cette dégustation, c'est justement cette hygrométrie de 80% qui est stable à l'année. Même si elle a atteint son objectif en termes de fréquentation, la grotte de Saint-Marcel est vieillissante et peine à se relancer. C'est avec un vif intérêt qu'elle a accueilli ce projet. Effectivement, une grotte aujourd'hui seule, bon, ça génère 47 000 entrées, oui. Nous, on avait l'objectif de développer le nombre de visiteurs. Donc on s'est dit qu'il faut trouver une activité. Et là, vraiment, les coïncidences a bien fait les choses. Une nouvelle spécificité, le no-tourisme vient compléter l'offre touristique et tente à se développer. L'Ardèche semble avoir une nouvelle corde à son arc. On prend de la hauteur à présent pour embarquer à 4000 mètres d'altitude au-dessus de Lyon avec l'école de parachutisme de Corba dans le Rhône. Vincent Heidelberg, l'un de ses membres, vient de réaliser un film documentaire sur la chute libre. Soria Khaldoun, Mathieu Boudet. C'est l'histoire d'un lâcher-prise, histoire de changer le regard que l'on porte sur les choses. Les problèmes vus d'en haut paraissent infiniment petits et sans intérêt. Une pause de 50 secondes, c'est le temps que dure la chute libre. 5 à 10 minutes ensuite, sous la voile, pour rêver et apprécier. Au départ, je ne pensais pas que l'histoire allait se raconter d'elle-même. Mais en fait, elle se raconte d'elle-même. Tout simplement, j'ai pas eu à faire de voix off. J'ai pas eu à expliquer moi-même les choses aux spectateurs. C'est les paras qui, juste en montrant ce qu'ils font, expliquent aux gens ce que c'est que sauter d'un avion, ce que c'est que d'être accroché à rien. Et aussi une découverte à laquelle je ne m'attendais pas aussi en montant dans l'avion. C'est de découvrir à quel point on est dans un endroit magnifique, dans une région magnifique. On voit le Mont Blanc quand on est là-haut. On voit au coucher du soleil, le Mont Blanc il devient doré, c'est magnifique. Poussé par des amis, Vincent Heidelberg a effectué son premier saut il y a 1 an. Depuis, il n'en est pas revenu. En immersion durant plusieurs mois pour réaliser puis monter son film, il a essayé de comprendre cet appel du vide, ce besoin de prendre l'air loin de la vie de la ville. Beaucoup de paras me disaient aussi que quand ils viennent ici, c'est pour se décrocher du travail, pour se décrocher des ennuis de famille, etc. Ils viennent ici pour faire le vide, en sautant dans le vide. C'est assez sympa comme image. C'est comme quand on est dans une piscine et on n'a jamais nagé. On nous jette dans l'eau et on ne peut pas s'accrocher au bord. On ressent la même chose. Notre cerveau, il découvre et il doit s'adapter à un nouvel environnement. Et du coup, ça nous fait réfléchir sur pas mal de choses. Une parenthèse, une bulle dans laquelle les adhérents du club se glissent au moins 1 fois par semaine, avant de se poser et prendre son temps, histoire de mieux apprécier les choses ici-bas.
La station de Val d'Isère en Savoie prend un virage écologique. Après avoir accueilli pendant longtemps un salon du 4x4, la commune change de créneau avec la première édition du salon du véhicule électrique. Claire Schaffner et Joël Serroni. Ça ressemble à un vélo ou à une trottinette pliable. Cet engin vient de Nouvelle-Zélande et il débarque en France. Et voilà. Donc en fait c'est un yak bike, c'est un transporteur personnel électrique pliant. Donc du coup le yak bike est le vélo électrique le plus compact et le plus léger du monde. Et le yak bike a de la concurrence. Trottinette, vélo, roller et même skateboard. Il existe de plus en plus de petits véhicules électriques pour se déplacer en ville, à condition bien sûr d'avoir un peu d'entraînement. Faut bien plier les genoux, sinon on tombe. Il faut trouver le sens de l'équilibre. Et ça t'a plu? Oui. On en refera? Oui. Il traverse la foule sans un bruit. Ce motard essaye un 2 roues électrique pour la première fois. Verdict. C'est quelque chose de totalement différent. Je suis vraiment très impressionné. Au plan de la performance, je pense que je n'ai même pas exploité. C'est quelque chose d'incroyable. Aucun bruit, on glisse. Et il y a pourtant du frein moteur, donc c'est vraiment... C'est quelque chose, il y a beaucoup de plaisir. Que je vais vous présenter, vous allez pouvoir... Côté voiture, tous les constructeurs se sont mis à l'électrique. Des voitures plutôt chères, 40 000 € environ pour cette hybride. Mais cette conductrice est séduite. Déjà, le mode électrique, au niveau de la consommation, c'est quand même intéressant. Le fait qu'il n'y ait pas de bruit aussi, ça peut être très intéressant aussi. Puis c'est les nouvelles technologies, donc on aime bien. Ce week-end à Val d'Isère, 7000 personnes sont venues tester des véhicules électriques sous toutes les formes. Tu t'appelles comment, dis-moi? Mathis. Mathis, tu viens d'où? On ouvre à présent une grande page cycliste avec tout d'abord le Tour de France. La 15e étape partie de Mans dans l'Osère ce matin est arrivée tout à l'heure à Valence. Elle a été remportée par le sprinter allemand André Greipel. C'est sa 3e victoire d'étape sur ce tour. Christopher Froome est lui toujours en maillot jaune. Et comme à chaque fois, le passage du Tour de France crée l'événement. Vous étiez nombreux à être venus voir les coureurs passer dans les villages de la Drôme et de l'Ardèche. Ambiance à Jaujac avec Jean Perrier et Nicolas Ferraud. Sur la carte, ce n'est qu'un point, exactement à mi-parcours. Mais comme Jaujac voit pour la première fois passer le Tour, tout a commencé très tôt. Les Britanniques affichent la couleur, les Français tapent le carton, les Hollandais alignent les fauteuils, cherchent le bon virage. Il reste 6 heures avant que ne déboulent les coureurs. C'est des furieux, ceux qui vont descendre le col à Donf là, et qui vont passer à 30 à l'heure dans le virage, ça va être chaud quoi. Reste qu'en attendant, il faut s'occuper. Et là, plusieurs écoles s'affrontent. La classe biberon opte pour le maquillage. Je fais tout ce qui est à la demande est possible. Un maillot jaune? Un maillot jaune, maillot rouge, un point blanc. On peut tout faire, il n'y a pas de souci. Vous avez aussi le cyclophile détaché, pas vraiment plongé dans Vélo Magazine ou dans les mémoires de Raymond Poulidor, encore que... Ça nous manque un peu, quoi. On en a eu un, mais il faudrait qu'il y ait une belle échappée avec un Français qui aille au bout, ce serait extraordinaire. Et puis Eliane, qui elle a choisi un banc loin du parcours. Mais moi je l'attends. Voilà. Et s'il passe pas de ce côté? Il passera. Voilà. Midi, la foule grossit et lève les yeux, mais pour quand même voir du vélo. Et là, c'est comme dans le peloton, mieux vaut ne pas tomber. Ils sont assez cinglés pour se taper 3500 bornes en 26 jours, faut déjà y aller quoi. Et vous n'êtes pas cinglé vous? Non, moi je suis normal, je me balade juste à 9 mètres du sol, mais ça va. Début d'après-midi, tout s'accélère. Premier direct télé pour l'organisateur de l'Ardéchoise, une évidence. Ici, c'est l'inverse de l'Ardéchoise, c'est-à-dire il y a beaucoup de spectateurs et très peu de cyclistes. À l'Ardéchoise, il y a beaucoup de cyclistes et très peu de spectateurs. Le public est aux abois, la caravane passe. Encore une petite heure avant que n'arrivent les coureurs. Chez René, la tension monte, un œil sur l'écran, l'autre sur la rue. Orchestre ou balcon? Je sais plus où regarder moi. 15h30, enfin les voilà. C'est aussi spectaculaire que fugace, quelques dizaines de secondes. Fantastique, l'Ardèche, Jaujac, la Drôme pour finir, quoi de mieux? Ça y est, le tour est passé à Jaujac. C'était le dimanche 19 juillet 2015.
En Savoie, c'était le Tour avant le Tour. 15 000 cyclistes amateurs, un record, ont pris le départ à Saint-Jean-de-Maurienne pour réaliser le même parcours que la 19e étape du Tour de France. Au programme de ce défi, 4 cols mythiques et la montée finale vers la Toussuire. Jean-Christophe Solari et Bertrand Tang étaient dans le peloton. Ils sont partis à la fraîche, ils sont arrivés sous le cagnard. Ce matin, les participants de l'étape du Tour étaient tout guillerés. La route leur était réservée. 15 000 cyclosportifs, le plus long peloton du monde. Et un col inédit en hors d'œuvre, le col du Chaussy, 1533 mètres d'altitude. Le plaisir de poser ses roues dans ses lacets avant les coureurs pros. Ils passeront le 24 juillet prochain. Mais pas d'euphorie, gare à la descente, rapide, étroite. La sanction peut être sévère. Vélo cassé, course terminée. Une boucle en fond de vallée mauriennaise idéale pour un ravitaillement maison. Bisous copains. Sage précaution car bientôt se profile le col du Glandon. Une ascension longue, 20 km sous le soleil. Les visages se crispent, l'effort est intense. L'arrêt est même obligatoire pour ceux qui sont peu habitués au gros dénivelé. Les crampes surgissent dans les derniers lacets. Sitôt l'arche passée, besoin de récupérer. Plus que dur. C'était extrêmement dur. J'ai eu une crampe à 4 bornes du sommet. Donc obligé de marcher un petit peu à côté du vélo. Donc ça fout un peu les boules quoi. Ça commence à devenir compliqué. Ouais. Je pense que la fin d'après-midi va être dure. S'il faut aussi chaud que ça, on n'est pas arrivé. J'ai préjugé un petit peu de mes forces là sur une étape comme ça. 4600 mètres de dénivelé, c'est trop pour moi. Infirmerie et restauration, les coureurs rechargent les accus. Ils ont besoin de boire, surtout, d'autant plus qu'au bas du col, l'eau a manqué au ravitaillement. En bas du col, il n'y avait plus d'eau, c'était galère, on est monté sans eau et ça a été dur d'arriver jusqu'ici. Très compliqué. Et surtout qu'il ne fait pas froid. On va voir, j'espère que ça ira mieux pour la suite. Le peloton s'étire à nouveau vers les cols de la Croix de Fer et du Mollard, mais pour beaucoup de participants, l'étape du Tour se terminera ici. Du vélo toujours, mais du VTT cette fois aux Deux Alpes où avait lieu une descente un peu folle. Plus de 700 cyclistes amateurs et professionnels ont pris le départ ce dimanche au sommet du glacier. Il fallait une grande maîtrise du guidon et un sacré mental pour arriver 2500 mètres plus bas après 25 km très sinueux. On reste en deux roues, mais d'un tout autre genre. À Pérouges, dans l'Ain, certains ont fait aujourd'hui une course en poubelle. Et oui, tout est possible. C'était même le championnat de France, le premier. Damien Grousson et Laurent de Bretagne vous proposent de découvrir cette discipline surprenante et militante. Concentration maximum, motivation inoxydable, ces pilotes sont les meilleurs, la crème de l'élite, le top niveau de la poubelle. Ils sont une trentaine à chevaucher leur véhicule rutilant en prenant tous les risques. C'est le championnat de France de course de poubelle, le tout premier de l'histoire. On a demandé aux sociétés qui bossent dans le déchet, on leur a dit allez, venez faire la fête avec nous et faites une équipe. Donc il y a 14 équipes de 2 coureurs. Un coup d'œil au parc pilote suffit pour voir que tout est pensé pour gagner. Chaussures renforcées, couvercle sécurisé et customisation maison. Il faut trouver un juste équilibre pour être uniquement sur les roues arrière et délester l'avant qui freine et puis voilà. Et pas frotter les pieds non plus? Moins possible. Champion de France, c'est quelque chose qui est dans vos cordes? Ah bah tout à fait, un accident est très vite arrivé. On peut glisser sur la poubelle et arriver en 20 secondes, hein, tout à fait. La piste fait 250 mètres, les plus rapides la parcourent en moins de 30 secondes à une vitesse incroyable. Le thème du championnat est à fond le recyclage parce qu'en plus, ces héros courent pour sauver la planète. C'est un quiz pour les poubelles, il faut répondre à des questions. C'est quoi comme question? Des questions sur les ordures, les poubelles. Souvent les enfants ils écoutent d'une oreille, ça sort de l'autre. Quand c'est ludique, quand c'est amené avec une activité, c'est toujours plus intéressant. On ne sait pas ce que l'histoire retiendra de cet événement, mais après tout, dans les souvenirs comme dans les déchets, le tri, c'est l'affaire de tous.
Le temps d'un week-end, Bourg-en-Bresse a fait un bond dans le passé. Elle a rendu hommage plus de 4 siècles après à Henri IV, à qui l'on doit la prise de la cité bressane. Pour cette toute première édition, les riverains ont pu assister à un défilé en costume d'époque. Soria Khaldoun, Mathieu Boudet. Faites place au roi et à sa cour! Un défilé dans les rues de la cité bressane, criant de vérité. Plus de 400 ans après, ils rendent hommage au roi de France et de Navarre qui a permis la signature du traité de Lyon. Traité qui rattacha les territoires de Bresse et du Bugey au royaume de France, territoire qui appartenait alors au duché de Savoie. Je suis ravie d'être descendue, voir ceci, c'est génial pour moi. Voilà. Qu'est-ce que vous aimez tant? Ah mais le cadre, l'ensemble, quoi. L'histoire aussi. Les costumes et puis l'animation. C'est beau, les robes sont magnifiques. Voilà, c'est agréable. Puis une fois de temps en temps de se mettre en costume, c'est agréable. Regardez. Des costumes confectionnés par l'association Henri IV du Tarn, dont le couple royal fait partie. Ça fait 17 ans que j'y suis dedans, donc partout où on se déplace, donc on est habitué. Mais bon, c'est fantastique, à chaque fois on replonge dans l'histoire et ouais, pour nous c'est un plaisir à chaque fois de remettre ces costumes, quoi. C'est vrai que c'est fantastique. Hein. Et quand on voit comment la population elle a adhéré aujourd'hui et hier, c'est super. Et pour la petite histoire, dans l'histoire, sachez qu'Henri IV n'est jamais parvenu à atteindre Bourg-en-Bresse, son carrosse étant resté bloqué dans les boues de Jaillat. Mais les Bressans y tenaient, ils voulaient célébrer celui que l'on surnommait le bon roi Henri. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, la météo suivie de l'édition nationale. Demain, vous retrouverez Soria Khaldoun en Rhône-Alpes et Pauline Allo dans votre édition des Alpes. L'information continue sur France 3. Je vous souhaite à tous une excellente soirée.